c'est Louis Faidherbe, gouverneur du Sénégal, qui obtient de l'empereur Napoléon III que soit créé, le 21 juillet 1857, le corps des tirailleurs sénégalais. Le rachat des captifs libérés par la suppression de l'esclavage depuis 1848 et la promesse de primes, butins, permettent de disposer d'un premier régiment en 1884. Désormais, du Congo à l'Oubangui, du Dahomey à la Côte d'Ivoire, de Madagascar au Tchad, de la Mauritanie au Maroc, les tirailleurs participent à toutes les expéditions militaires qui permettent à la France de se doter en quelques années du second empire colonial au monde. Bien qu'ils soient recrutés à travers tous les territoires conquis, les soldats gardent leur appellation générique de Sénégalais. Encouragé avec passion par le député africain Blaise Diagne, qui croyait en l'égalité des droits en échange du sang versé, va succéder l'engagement sélectif, toujours plus ou moins volontaire, dans les années 30. Principaux arguments des officiers recruteurs: l'exaltation des vertus guerrières, le pécule, mais aussi l'assurance d'un petit emploi administratif dès le retour au pays. Zone essentielle de prospection, la Haute-Volta, le Mali, la Guinée. Les actualités filmées nazies reviennent avec insistance pour les dénoncer sur ces prétendus défenseurs de la Kultur française. Am 22. Juni kapitulieren die französischen Armeen in der Maginot-Linie. Die große Schlacht in Elsass-Lothringen, in deren Mittelpunkt die Zerschlagung dieser starken Befestigungslinie stand, ist damit siegreich beendet. Auch hier wieder die Kulturträger der Grande Nation. Diese fremdrassigen Hilfsvölker rief Frankreich zur Schande Europas ins Land und feierte sie als seine schwarzen Brüder. Selon des estimations fragiles, établies à l'issue des combats, entre 30 000 et 50 000 Africains et Malgaches prennent le chemin de la captivité, tandis que près de 5 000 auraient péri pendant les 2 mois d'affrontement. Tirailleurs sénégalais, we wallo, Nignon di Kemal, we wallo, Nignon di Jamba, fier, courageux, respectable. Et pourtant la mission accomplie. L'amnésie a frappé le pays. Grand homme tout en couleur. Compagnies entières de tirailleurs sénégalais prisonniers. Das sind die schwarzen Brüder des Poilus. Ici, tout le monde le connaît. À 94 ans, Monsieur Diop peut se vanter d'être l'un des plus vieux tirailleurs du Sénégal. Entouré de ses enfants et de ses innombrables petits-enfants, il aime à raconter ses souvenirs. Les Noirs s'engagent chaque jour par dizaines de milliers. Elles partent de Rufisque. En 40, il avait moins de 25 ans. Mobilisé, il quitte sa ville de Rufisque, près de Dakar, direction la Somme, pour combattre ses ennemis de toujours. On ne peut pas aimer les Allemands, ce n'était pas possible. Ils ont tué mon grand-père. Mon oncle a fait la guerre, 98. Hein? Il a fait la guerre, il nous a expliqué ce qui s'est passé. On n'était pas bien avec les Allemands.
En juin 40, c'est la débâcle. Fait prisonnier, Ousseynou Diop passe 3 ans en captivité avant d'être libéré pour raison de santé. Pour nous, il va fouiller dans ses archives. Le voilà décoré par le président du Sénégal. Ça c'est Senghor, ça c'est Chirac. Mais son héros à lui s'appelait De Gaulle. On était français dans les écoles partout, on parlait français. On connaissait la France plus que même les Français qui sont là-bas. C'est pour ça qu'on aimait la France pour continuer la guerre. Donc je m'appelle Anne Cousin. Il faut préciser que vous êtes de la ville de Morlaix, Oui, en Bretagne, Morlaix, voilà, dans le dans le Finistère, qui est donc un département qui est à l'ouest Totalement. de Paris et qui a un port. Oui, voilà, qui est un petit port de pêche. En fait, j'ai découvert par hasard en 2004, j'étais au Sénégal et dans un taxi qui nous conduisait plus au sud, quelqu'un a dit « Oh, mais Tiaroy, c'est la ville où des tirailleurs sénégalais ont été massacrés parce qu'ils réclamaient leur argent. » Et je suis allée aux archives à Dakar où effectivement j'ai trouvé un certain nombre de choses. Le procès de ce qu'on a appelé les mutins. Donc pour relater un petit peu l'histoire brièvement, si on revient en 1944, l'armée de libération pendant l'été a délivré un certain nombre de régions de France. L'encadrement, les généraux de l'armée de libération sont posés la question de qu'est-ce qu'on va faire de tous ces prisonniers. C'est terminé, donc on va les renvoyer en Afrique, donc à Dakar. Et quand vous dites prisonniers, donc ils avaient été faits prisonniers par les Allemands. Voilà. Et ils étaient restés tout leur temps d'emprisonnement en Allemagne? Non, parce qu'en fait l'armée allemande ne voulait pas de noirs en Allemagne, pour des raisons de racisme. Donc ils ont créé 22 frontstalags en France, dans la zone occupée. Donc vous appelez ça des frontstalags. C'était le terme allemand qui était spécifique pour les étrangers, essentiellement pour les Noirs et aussi des Asiatiques. Dans la France occupée, près de 10 000 tirailleurs demeuraient toujours prisonniers des frontstalags. Sous surveillance allemande dans les régions françaises ou sous surveillance française dans ces régions françaises? En fait, il y a eu les deux cas de figure. Donc ce sont des hommes qui avaient, excusez-moi de vous interrompre, qui ont été faits prisonniers entre 39 et 40. Oui, voilà. Vraiment pendant cette courte période, si on peut appeler une période de guerre une courte période. Donc leur période d'emprisonnement a duré quasiment 4 ans. 4-5 ans. C'est ça, Oui, il y a eu quand même 17 000 prisonniers, des tirailleurs sénégalais qui ont été... 17 000. Oui, 17 000. L'armée allemande ils les ont gardés jusqu'en 1942. Mais ils ont aussi travaillé sur des chantiers, par exemple pour la TOD, qui était c'est le nom de l'ingénieur allemand là, qui a, pendant la guerre, contribué à faire je sais pas, des tas de liaisons avec des canalisations pour les téléphones, etc. Puis, et après cela, en fait, beaucoup de ces frontstalags ont été gardés, souvent d'ailleurs par des Français. Il y avait l'armée de Pétain qui était en déroute, donc il y avait des hommes qui étaient inoccupés. Il y avait les FFI aussi qui ont gardé ces hommes-là. Marraines de guerre. Alors, qu'est-ce que c'est que ces marraines de guerre? On a toujours entendu ça, et ce aussi bien Première Guerre mondiale que Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, ça c'était quelque chose de très très important. Alors c'était les associations un peu humanitaires qui ont lancé ça, comme la Croix-Rouge, d'autres associations catholiques, souvent des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes, pour avoir un prisonnier. Alors il y avait, c'était un lien, comment dire, humain qui était vraiment très
très fort parce que, et quand on parle des prisonniers coloniaux, eux ne recevaient rien hein, de leur famille, hein. Ils recevaient rarement des lettres de leur pays d'origine et pas de colis. Et je crois que pour ces hommes-là, ces jeunes femmes qui leur écrivaient régulièrement, à qui ils pouvaient parler de leur vie, de leur santé, de leur famille, de l'avoir. C'était un moment qui était très attendu et elles envoyaient, alors elles tricotaient des choses, elles envoyaient de la nourriture aussi qui pouvait se conserver. Et donc à Morlaix, là il y avait Colette et Monique Buron, mais il y en a eu bien d'autres à Morlaix, hein, il y en avait un petit peu partout, qui entretenaient une correspondance avec un garçon qui s'appelait Badi Daou, qui a changé de camp d'ailleurs, qui est allé du Mans dans un front stalag au Mans, Rennes. Et donc pendant 3 ans, elles ont envoyé du courrier et des vivres. Je m'appelle Monique Lerue, mais mon nom de jeune fille, c'est Monique Buron, bien sûr. Et je suis là depuis 85 ans. Car j'en ai 88 et j'avais 3 ans quand je suis venue. Comment que c'est arrivé que je suis devenue avec ma sœur? Nous sommes devenues marraines parce que nos parents, une personne, je pense que c'est une personne de la Croix-Rouge, qui avait demandé que leurs enfants soient marraines de guerre. Alors qu'est-ce que c'était les marraines de guerre? C'était des personnes qui, en principe, écrivaient aux soldats, leur envoyaient quand ils pouvaient un colis, un petit paquet, disons, enfin, colis c'est beaucoup dire, parce que c'était la guerre et qu'on manquait de tout, et que c'était avec des bons qu'il fallait qu'on avait la marchandise. Mais enfin, de s'occuper d'eux, de leur tricoter quelque chose quand on pouvait, hein. Des fois même avec des restes de laine, on pouvait faire un pull. Enfin, c'était d'avoir une personne qui s'occupait un peu d'eux. Voilà. Et je ne crois pas que tous en avaient, vous savez, des marraines de guerre. Et je dis ça parce que quand on envoyait un petit paquet à Badi, eh bien, on faisait toujours un gâteau. C'était plus facile de faire des gâteaux en forme de cake que des ronds ou des trucs comme ça pour mettre dans les paquets. Et ceux qui écrivaient de sa part, car ils ne savaient pas écrire, qui remerciaient, on voyait bien que c'était tout le monde, enfin tout un bon groupe qui nous remerciait. C'était pas qu'un, c'était bientôt tout le groupe. Il avait pas mal d'amis aussi, lui. Il avait partagé. Alors vous parlez de Daou. Mais enfin, il devait avoir dans les 20... nous, on disait il a entre 26 et 30 ans. Ouais, mais on ne savait pas exactement son âge. Et vous savez de quelle région du Sénégal il est originaire? Alors, oui, c'était de... Comment? Koutia. Heureusement que vous êtes là. Koutia Koto. Oui. Quand il écrivait, il disait toujours « Moi, j'irai voir mes marraines à Morlaix ». Alors, on se disait nous-mêmes, il ne se rend pas compte. Quand il va revenir, nous on voyait ça comme ça, il va aller sur Brest. Et c'est de Brest qu'ils vont partir, qu'on pensait. Mais on n'a pas pensé non plus au bombardement et à toutes ces choses, que Brest a été très abîmé d'ailleurs. L'armée de libération décide donc là, en octobre de vider ces fronts stalag. En octobre de quelle année donc? 1944. Et ils ont pu avoir un navire britannique qui s'appelait le Circassia. Et pour des raisons qui ne sont pas forcément directement exprimées, mais ils ont choisi le port de Morlaix parce qu'il est vrai que beaucoup de ports étaient détruits, hein, Brest était détruit. Et puis en plus de ça, l'Angleterre n'est pas loin de Morlaix. Donc au mois d'octobre 1944, ce sont 2000 hommes qui arrivent dans la ville de Morlaix. Ils ont passé environ 11 jours. Alors donc ce sont des soldats coloniaux, oui, principalement subsahariens. Est-ce qu'il y avait également des soldats donc des colonies du Maghreb? Non. Des subsahariens. Voilà, voilà. Oui, il y a le
comment dirais-je? Il y a des baoulés. Baoulés. Oui. Puis il y a le Dahomey. Dahomey, oui. Puis il y a le Soussou. Il y a le Soussou, oui. Tous les races des Africains. Des poulots. Et tous mélangés. Tout mélangé. Ils arrivent là à Morlaix autour du 20-21 octobre pour repartir le 4 novembre. Et là, alors ils viennent de 5 Frontstalag. Ils viennent de Rennes, de Versailles, de Cholet. De Versailles à côté de Paris ou à Versailles breton? Non, non, à côté de Paris. D'accord. Oui. Alors, il y en a aussi quelques-uns, enfin un certain nombre, qui ont été recueillis dans des familles. Faut dire que les Morlaisiens étaient pour la plupart du temps très attentifs à ces hommes-là, hein, parce qu'ils ont, pour certains, ils étaient vraiment très mal habillés, dénutris, et il y a vraiment des familles qui les ont pris en charge, qui les ont aidés. En effet, un jour, il y a un employé de la SNCF qui est venu chez mon père, qui était commerçant à l'époque, et il dit, Monsieur Buron, vous avez deux jeunes filles qui sont marraines d'un noir? Oui, oui, que dit mon père, oui. Eh bien, écoutez, il est à la gare avec... il y a tout un train de noirs d'arrivée, il se trouve à la gare et il réclame ses marraines. Il voudrait que les marraines montent le voir. Alors, papa a dit, bon, ben, j'avertis de suite, de peur qu'ils repartent, on ne savait pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Alors, papa nous avertit de suite. Maman qui dit comme ça, ben attendez, croyant qu'ils allaient repartir, alors elle dit, eh ben écoutez, moi je vais préparer un petit paquet qu'il aura toujours, avec des gâteaux secs, enfin ce qu'elle avait, et elle dit, ben comme ça il aura quelque chose pour le voyage, croyant qu'il allait partir le jour même pour le Sénégal, puisque c'est un Sénégalais. Et puis, ma sœur et moi, on est montés. Vous aviez quel âge à l'époque? Ben je devais avoir dans les 16-17 ans à l'époque. Et ma sœur... Donc vous ne l'aviez jamais vu? Ah non, je ne l'ai jamais vu, non. Non. Pourtant, j'en avais envie d'aller à Rennes. Il était à Rennes au départ. Et puis après, mais les bombardements avaient commencé déjà. Alors maman ne voulait pas qu'on aille. Est-ce que vous savez où il avait été fait prisonnier? Non. Je ne sais pas exactement, c'est vrai. Je m'en souviens plus s'il nous l'a dit. Je ne m'en souviens pas du tout. Tout à fait au début, je crois que c'est les Allemands. Et les Allemands ont repassé tous ces Noirs-là. Bon, et ben, il les a repassés à l'armée française. Ils ont demandé que l'armée française s'en occupe. Et puis voilà. Alors quand on est arrivé à la gare, et ben, on a dit lequel que c'est, quand on a vu tous ces Noirs, hein, on ne se connaissait pas. Mais lui, je me dis, il doit bien nous reconnaître, puisque deux jeunes filles, et puis hein, on arrive là, on vient d'être avertis. Oui, on a été avertis, donc... et puis, voilà, qu'à un moment donné, on a demandé, ma soeur, il y avait des Noirs qui discutaient entre eux, ils étaient en rond, là, discutaient. Elle dit, mais vous ne connaissez pas Badi Daou? Alors, ils ont dit, ah, c'est les marraines! Dit, bah oui, ils sont les marraines. Ah ben, attendez. Et puis, ils sont partis le chercher. Alors, mais les autres, hein, pendant ce temps-là, ils nous embrassaient, ils nous remerciaient pour les paquets. Vous voyez, c'est comment que c'est. Hein. Ah, merci beaucoup. Ah, vous avez envoyé des paquets. Ah, qu'est-ce qu'on était heureux. Alors je disais, ben, comme dit ma soeur, mais qui c'est le filleul dans tout ça? Il arrive. Et en effet, on a vu ce Noir beaucoup plus calme, beaucoup plus timide, qui lui alors est arrivé en nous embrassant. Ah, mes marraines. Il était content. Il avait dit, s'ils ont le droit, il nous avait dit avant qu'on demande, s'ils ont le droit de sortir, et demandons à l'officier s'ils ont le droit de venir dormir chez l'habitant. Bon, alors ma soeur, forcément, était l'aînée, elle demande à un officier, mais est-ce que vous restez là? Alors, il dit, on ne sait pas, on attend les ordres. Est-ce qu'on peut lui dire de venir manger avec nous à midi? C'était dans la matinée. Alors il dit, ben, attendez, je vais essayer d'avoir des ordres. Et en effet, quelque temps après, il est arrivé, il a dit, oui, vous pouvez l'emmener. Mais est-ce qu'il peut venir dormir à la maison? Chez mes parents, ils nous ont demandé. Eh ben, dites-leur oui, qu'il peut. Ben, il peut, mais il faut que le lendemain, à telle heure, à 9 h, il soit à l'appel. Et c'était à l'école des garçons de Notre-Dame de Liesse. Oui. Donc tous ces hommes-là se retrouvent ici à Morlaix.
Et en fait, ils comparent les primes qu'ils ont pu percevoir et là, ils se rendent compte que c'est totalement inégal. Ceux de Versailles ont été apparemment très bien payés, ils sont très satisfaits, alors que d'autres, absolument pas. Donc ils comparaient leur solde entre eux, voilà, et non pas ça. aux soldats français, on va dire ça comme ça. Oui, voilà, oui, ben non. Mais déjà entre eux. Voilà. Parce qu'en fait, ils savaient qu'ils devaient percevoir leurs droits, enfin leurs primes de captivité, leurs primes de guerre, avant de partir. Alors, à côté de ça, les militaires français craignaient quand même qu'il y ait éventuellement des vols. Hein. Donc, on leur avait dit, vous toucherez la moitié au départ et l'autre moitié à Dakar. Sauf que pour certains, il n'y avait plus d'argent du tout. Et là, il y a un climat de révolte. Ils étaient encasernés dans Morlaix? Non, ils étaient disséminés un peu dans la ville parce qu'il n'y avait aucun emplacement susceptible de recueillir 2000 hommes. Il est resté chez vos parents, enfin donc chez vous, oui. Pendant combien de tout le temps qu'il a été ici, ils ont été à peu près 10 jours. Voilà. 10 jours à peu près, hein, oui, c'était quelque chose comme ça qui sont restés. Je sais que ça faisait plus d'une semaine. Et donc lui a embarqué avec ceux qui sont partis sur le navire, ou est-ce que il a fait partie de ceux qui sont restés ensuite? Non, je crois que non. Lui a dû partir, non, mais il ne voulait pas partir tant qu'il n'était pas payé. C'était, au fond, il devait avoir une solde, ils n'ont pas eu, il ne voulait pas partir. Ici, comme ils sont allés aussi dans d'autres bâtiments de la ville. Et la corderie, donc cet endroit qui a servi il y a très très longtemps à fabriquer des cordes, c'est là que les 300 qui ont refusé de monter à bord parce qu'ils n'étaient pas payés ont été gardés. Ils sont restés là entre le 4 novembre 1944 et le 11 novembre au matin, où des compagnies de gendarmes sont venues les chercher pour les emmener à Trévé dans les Côtes d'Armor. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester ici. Pour reprendre les expressions des rapports, ouverts à tous les vents, où effectivement ils dormaient sur de la paille. Et donc voilà, c'était ici. Et où donc il y a eu des incidents assez graves qui sont produits le matin du 11 novembre, où le départ s'est passé dans des conditions assez violentes, avec des blessés, 7 blessés, et un gendarme aussi a été blessé. Et donc aujourd'hui, voilà, on est devant des bâtiments qui ont simplement été couverts. Oui, voilà, qui ont été un peu aménagés. Et ça sert actuellement, je ne sais pas très bien ce qu'il y a dedans, mais ça servait d'entrepôt. Et la maison qui est attenante en pierre, elle existait déjà certainement? Oui, bien sûr. Oui. On est à l'arrière du bâtiment. Voilà, c'est l'arrière de la corderie de la Madeleine. D'accord. Voilà, qui se prolonge jusqu'à l'arrêt de bus là-bas. C'était dans l'ancien cinéma patronage de Saint-Martin-des-Champs. Il y en avait d'autres rue de Calac. Donc voilà, le sentiment de révolte va les amener jusqu'à, pour 300 d'entre eux, à refuser de monter à bord du navire, ce qui est quand même pas rien, parce que ça voulait dire qu'ils allaient rentrer chez eux dans leur pays. Ils ont dit non, on ne part pas, parce que je pense qu'il y avait l'idée d'être spolié, hein, c'est-à-dire de s'être battu pour un pays qui n'est pas le leur, la France, dans lequel ils croyaient vraiment, avec une fierté aussi de pouvoir revenir avec parfois des médailles, avec une espèce d'honneur aussi, et de l'argent pour la famille. Et leur refuser ça, c'était quand même une humiliation totale. Donc ces 300-là, ils ont été cantonnés justement à la corderie de la Madeleine. Et le 11 novembre, donc le navire est parti le 4 novembre, et le 11 novembre, ils ont été envoyés à Trévé, qui est une petite commune des Côtes d'Armor vers l'Oudéac, et où le transfert en fait s'est très mal passé. Il y avait énormément de gendarmes qui sont venus les chercher.
à chaque 11 novembre depuis 3 ans, là, avant de faire le devoir de mémoire au monument aux morts ici. Donc on va d'abord à la stèle qui est un petit peu sur la route de Loudéac, là, pour se rappeler que ces tirailleurs sénégalais sont passés à Trévé, donc du 11 novembre 1944 au mois de janvier 1945. Ensuite, je ne sais pas si c'est avant ou après qu'ils sont allés à Guingamp, et ensuite qu'ils sont retournés à Morlaix. Puisque l'histoire de ces tirailleurs sénégalais, c'est qu'ils devaient partir de Morlaix pour rejoindre leur pays, donc normalement le Sénégal, mais il y en avait aussi qui étaient originaires de pays voisins. Et comme leur solde ne leur avait pas été versé, donc ils ont refusé d'embarquer. Et comme ils ont refusé d'embarquer, on les a envoyés dans un camp à Trévé ici, qui au départ pour des réfugiés du nord de la France. Donc en 1940, ce sont des réfugiés du nord de la France qui ont été accueillis ici. Ensuite, quand ces réfugiés sont partis, ce sont les Allemands qui ont occupé les locaux, et les Allemands ont été partis, donc c'est les tirailleurs sénégalais qui sont venus pendant 2 mois ici. Et là, ils étaient sous la surveillance de quelle force? C'était des forces françaises, hein. C'était des Français qui les surveillaient. Bon, ils étaient pas enfermés complètement dans le camp, parce qu'ils avaient la possibilité de sortir aussi. Un petit peu le titre ici, nous n'avions jamais vu de noir, c'était un petit peu une attraction quand même dans le bourg, si bien que même les enfants des écoles venaient pour voir ces tirailleurs là derrière derrière les clôtures. Les témoignages ici le disent bien, donc ils allaient aussi travailler un petit peu dans les fermes, quoi. Et est-ce que les habitants de Trévé, donc, qui les ont vus passer, ont essayé de garder des nouvelles ou ont eu des nouvelles de ces hommes? Les relations n'ont pas toujours été très bien, mais il y en avait. Je sais qu'il y a une famille qui avait. C'était une personne qui avait des liens assez étroits avec un tirailleur sénégalais, qui a envoyé, qui a essayé d'envoyer des colis, mais bon, sans avoir une adresse très précise, si bien que je pense que ces colis ne sont jamais arrivés à destination. Il n'y a peut-être pas eu non plus beaucoup de bonne volonté pour faire partir ces colis là-bas. Mais autrement, bon, c'est vrai qu'il y a même un témoignage qui dit que quelquefois, quand les tirailleurs sénégalais avaient été un petit peu alcoolisés, bon, il fallait que les jeunes filles courent assez vite, quoi, pour être sûr de ne pas être rattrapé, quoi. Alors racontez-nous un petit peu ce qui a amené la municipalité à avoir cette stèle. Une pierre qu'on a été... C'est une ardoise, en fait, ouais, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure, voilà. De mètres carrés, donc... Mètres carrés, c'est où? C'est vers le Finistère, direction de Carhaix. Et dans les directions Châteaulin. Et on est allé dans une carrière qui est désaffectée, on a rencontré le propriétaire qui nous a cédé la pierre gratuitement, donc à charge à nous d'aller la chercher et puis de l'installer ici, mais qui nous a cédé cette pierre là, donc gratuitement. Et quel est l'artiste qui a sculpté le panneau avec les visages africains? Ah oui, donc ça c'est Annie Lagadec, qui est une personne qui habitait Trévé à l'époque et qui est sculpteur. Aujourd'hui on dit sculpteur puis on rajoute un E au bout, comme on dit auteur, pareil. Oui, sculpteur à Trévé, donc qui travaillait pas mal, disons, la pierre. Et en particulier tout ce qui était marbre ou calcaire très dur, là, et qui s'est proposé donc pour faire cette plaque qui a été, ça a été fondue à Plérin. Il y a une fonderie à Plérin. Saint-Brieuc. D'accord, voilà. Très bien. Mais c'est elle qui a fait, disons, le moule en terre pour
faire cette plaque. Est-ce qu'au moment de l'inauguration de la stèle, vous avez eu des représentants africains, soit des représentants diplomatiques, soit venant directement de Dakar, par exemple? Non, parce que j'avais envoyé une invitation à l'ambassade du Sénégal, qui ne m'a pas répondu. Du tout. Du tout. Donc, bon, je pensais que ce travail de mémoire qu'on faisait ici pouvait aussi intéresser les gens du Sénégal. Et puis, non, on n'a pas eu de retour, quoi. Et est-ce que vous aviez envoyé également l'information au ministère des Armées, enfin, le ministère de la Défense française, je veux dire? Oui. Oui, tout ça, ça a été fait. Et puis, non, on n'a pas eu on n'a eu aucun retour. Même pas de réponse? Non, même pas de réponse. Et alors, vous en concluez quoi? Bon, j'en conclus que bon, ça n'intéresse pas plus que ça, même en France ou au Sénégal, quoi. Alors que, bon, quand ils sont retournés, il y a quand même eu des morts dans le camp de Tiaroy. De novembre 1944 à janvier 1945, plus de 300 ex-prisonniers de guerre africains ont été internés en ce lieu. Ne percevant pas leur solde, ils ont refusé d'embarquer à Morlaix pour rejoindre leur pays. Le 1er décembre 1944, leurs frères d'armes arrivés au Sénégal sur leur circassia furent victimes de la tragédie de Tiaroy. La population de Trévé se souvient. Et savez-vous si la stèle, donc votre commune, est dans des guides touristiques bretons? Je ne pense pas. Et vous ne souhaitez pas... voilà, parce que quand les touristes viennent, pourquoi pas? Oui. Donc voilà, ils sont restés dans des baraquements à Trévé et au mois de janvier 1945, ils ont été transférés à la caserne de Guingamp. Le navire, lui, il est parti donc le 4 novembre et il est arrivé fin novembre à Dakar. Apparemment, d'après les rapports que j'ai pu lire, que j'ai pu voir, déjà sur le navire, l'ambiance n'était pas forcément au beau fixe, hein, c'est-à-dire que ils étaient encadrés par des militaires français qui voulaient leur faire saluer le drapeau, des choses comme ça, et pour eux, non, c'était vraiment plus possible. Et ça a été comme ça qu'il y a eu une révolte en arrivant à Dakar. Ils ont dit, oh ben si vous serez payés à Dakar, et à Dakar. Une fois parvenu à Tiaroy, qui était la caserne proche de Dakar, où ils devaient rester quelques jours avant de rentrer dans leur pays. Hein. Il y a à peu près 500 hommes, je crois, qui devaient prendre un train pour Bamako. J'ai découvert la tragédie de Tiaroy dans un ouvrage de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, à l'intérieur duquel il avait inséré une pièce de Keita Fodeba, le Guinéen, pièce intitulée Aube africaine, où il est question de cette histoire. Donc ils ont dit oui, vous nous avez fait des promesses, donc maintenant il faut les assumer. Oui, parce qu'évidemment ils étaient arrivés, reçus, si on peut dire, plus ou moins bien par l'armée française. Voilà, c'est ça. L'armée coloniale locale. Voilà, tout à fait. Tiaroy, c'était une histoire de tirailleurs. Je l'ai reprise dans une de mes pièces, ma première pièce de théâtre, intitulée Tiaroy, terre rouge, c'est-à-dire la terre en sang. Et ce sont des tirailleurs sénégalais. Pas seulement sénégalais, bien évidemment. Toute l'Afrique subsaharienne, sous autorité française, faisait partie du corps des tirailleurs. Ils se sont battus sur tous les fronts contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils l'ont fait avec courage. Tous les témoignages en attestent. Et donc là, bon, en fait,
les militaires ont un peu tergiversé autour de ça, en leur disant qu'ils seraient payés chez eux. Bon, là, ils n'étaient vraiment pas dupes. On leur doit un pécule, on leur doit de l'argent. Donc ils ont vraiment exigé les règlements, donc que tout soit en ordre. Les autorités militaires françaises commencent à pinailler, quoi, à dire ouais, nous n'allons pas tout vous donner parce que le niveau de vie chez vous et le niveau de vie en France, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ces soldats qui ont risqué leur vie tous les jours, qui ont aussi quand même appris au contact de leurs camarades français, comment dire, qu'au fond, malgré ce que prétendait la colonisation, que bon, les colonisateurs étaient des humains comme tous les autres, bref, qui se sont décomplexés et qui ont un esprit revendicatif très très fort, eh bien, ils disent « cela ne va pas se passer comme ça ». Et puis ils commettent en quelque sorte de revendication en revendication, de négociation avortée en négociation avortée. Ils commettent le crime de lèse-majesté, qui a été de prendre en otage un général de l'armée française qui commandait le camp. Et bon, ils ont reçu la visite du général Dagnan. Ils l'ont retenu pendant quelques heures pour lui faire promettre ce règlement-là. Et ce général-là s'est senti pris en otage. Et il leur promet, sur son honneur de soldat, que, bon, s'ils le libèrent, ils seront payés, ils le libèrent, en quoi ils ont été bien naïfs d'ailleurs. Et dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944, à l'aube, là, ben, on leur a tiré dessus. Ils sont tous abattus. Donc il y a eu... Alors les chiffres officiels parlent de 35 morts, 35 blessés. Mais en fait, depuis quelques mois, là, on a pu retrouver, enfin, que les choses en fait sont beaucoup plus, probablement plus importantes que ça. On parle de 70 morts. À penser que pour Thiaroye, il y a quelque chose de bien plus important que le nombre de victimes. C'est le statut des tirailleurs. Mais quelques jours après, mon père voit un petit article dans le journal, tout petit de Ouest France, petit, vous savez, en disant les Sénégalais sont partis, sont rentrés en Afrique, mais qu'il y avait eu quand même une petite révolte et il y avait eu des tués. On s'est dit, oh ben, lui, il est certainement dans la révolte et il est mort. Certainement. Parce qu'il était... Autant c'était un garçon doux, timide, mesdames, ça, il n'admettait pas être parti 9 ans sans rentrer sans un sou. Ils viennent de se battre dans l'armée française contre les nazis, contre le fascisme hitlérien. Oradour-sur-Glane n'est pas loin, ni dans le temps, ni dans l'espace. Et donc, le fait qu'on tue, combien? 40 000, 500, j'ai aussi entendu 683 morts. Voilà, le fait qu'on en tue juste quelques-uns, je pense que c'est symboliquement très très fort. Parce que ce sont des gens qui ont frôlé la mort tous les jours pour défendre un idéal. Mais il se trouve qu'en réalité, ils se sont trompés. Ils étaient dans une guerre qui n'était pas la leur. Je crois que tuer ses propres camarades en se comportant comme les nazis, c'est, quel que soit le chiffre de morts, c'est épouvantable. Et c'est pour ça, Thiaroye,
même si le nombre de morts n'est pas aussi élevé qu'on peut le prétendre, ça reste quelque chose de très difficile à digérer. Et alors évidemment, il y a eu des condamnations parce que l'armée s'est sentie, comment dire, enfin, à parler de mutinerie. Et donc il y a eu un tribunal militaire qui s'est tenu après, là, en 1945, et avec de très très lourdes peines qui ont été données, avec évidemment toutes ces personnes qui ont été arrêtées. On leur a enlevé les médailles, leurs droits, plus de retraite de combattants, et puis il y en a un qui a été condamné à 10 ans de prison, à des amendes. Le massacre de Thiaroye a eu lieu. C'est devenu un endroit où se retrouvaient tous ceux qui étaient pour l'indépendance, qui étaient contre la présence française au Sénégal. Donc cet événement a eu des conséquences politiques très fortes. Et donc c'est devenu un lieu très sensible. Et à un moment donné, quand Wade est arrivé au pouvoir, il a été question qu'une autoroute traverse le camp. Ça voulait dire qu'il fallait déplacer le camp, qu'il fallait faire disparaître ce lieu de mémoire. Et la société civile sénégalaise s'est mobilisée pour qu'il n'en soit pas ainsi. Et le gouvernement de Wade a immédiatement compris. C'était moins pour préserver le camp que pour préserver la mémoire des victimes de Thiaroye. Et Léopold Sédar Senghor, d'ailleurs, qui a été lui-même un tirailleur sénégalais. Et si je parle de Senghor, qui a écrit effectivement beaucoup de poèmes là, pendant sa captivité, il était dans un front stalag là, sur Poitiers, qui parle dans ses poèmes des tirailleurs bananias, où il disait mais en fait les tirailleurs sénégalais n'étaient plus des tirailleurs bananias. Donc, oui, bien sûr, ils avaient vécu plusieurs années en France, ils étaient pas dupes. Et qu'est-ce qu'il entendait par tirailleur banania? Tirailleur banania, en fait, la référence à la marque de chocolat, voilà. Ben, en fait, parce que ça renvoie une image un peu niaise des petits nègres, c'est un petit peu dans ce sens-là. Vous avez écrit, il y a de ça combien, 3 ans, vous avez écrit dans son village. Oui, ma fille m'a aidé, elle avait fait des recherches dans son village. Oui. Et c'est là qu'on a su qu'il s'était marié. Mais il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond. Ils sont rentrés en 44, je ne sais plus quel mois. Et il dit, je me suis rentrée en décembre 48, c'est pour ça. Il est arrivé 48. Apparemment dans son village. Dans son village en 1948. Où a-t-il été pendant les 4 ans? Camp militaire ou camp militaire, oui. Où il a dû se révolter, je me dis, il a peut-être été puni ou quelque chose, je sais pas. Oui, ou s'il était engagé, l'armée faisait ce qu'elle voulait. Bien sûr. Oui. Enfin, il est rentré en 48, il a eu 3 enfants, et puis il est décédé en combien? 58, c'est pas ça? J'ai calculé. Oui. 10 ans qu'il a vécu. Oui. Il a dû mourir assez jeune. Donc il était assez jeune, effectivement. Il était jeune, oui. Et il n'y a plus personne de ses enfants sont morts, que nous a dit son frère. On n'a pu avoir un de ses frères. Voilà. Et très jeune frère qui vous a écrit, qui vous a envoyé sa photo d'ailleurs. Oui, impressionnante, je dois l'avoir là. Impressionnante. Mais il a dit, il est là, oui. Ça c'est le frère. Oui, son jeune frère. Son jeune frère qui n'est pas jeune là quand même, Sarah. Oui. Ah non, c'est pas lui qui est là. Ça c'est à la fin. L'histoire, oui. Donc là, c'est votre filleul. Oui, c'est celui-là, notre filleul. Oui.
qui a été photographié ici, Oui, par la on l'a famille. oui. Et on lui avait prêté une chemise de mon père. Pourtant, mon père était fort. Maman a dû faire un pli dans le dos. Je pense au col parce qu'il est bien. Il est bien. Oh, il était heureux, heureux. Oh, j'ai une chemise. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien, qu'il disait. C'est vrai que le pauvre gars, il n'avait pas grand-chose. Enfin, il était comme les autres. Ouais. Dans les 300, et 84, on est revenu que 74. Ayant retrouvé des témoins ici, enfin, c'était pas possible de ne pas écrire cette histoire-là qui en fait n'a pas été écrite réellement, enfin au niveau en tout cas de Morlaix, parce que bien sûr il y a d'autres historiens qui se penchent sur ce sujet-là. Et donc oui, j'étais mise en contact avec le lycée de Tiaroy il y a de ça 3 ans. Et au fait, j'ai découvert que ce lycée-là, qui a été construit il y a 8 ans, sur les lieux même du camp militaire, assez émouvant. Donc, j'étais invitée pour la commémoration du 69e anniversaire de cette page d'histoire-là, du massacre sur le camp de Tiaroy. Et ouais, j'ai découvert des professeurs qui ont repris pour eux là, cette histoire-là et qui la portent et qui ne veulent pas l'oublier. Il y a un petit club de théâtre qui a rejoué l'histoire là, avec des profs d'histoire ou de français qui essaient vraiment de faire vivre cette mémoire-là. Alors évidemment, là-bas, il y a encore des descendants évidemment des familles qui ont vécu ça. Il y a un cimetière à Tiaroy où oui, il y a des morts. Je pense qu'on n'est pas encore au bout des choses là. Je pense qu'il y a au niveau des archives, je pense qu'il y a des dossiers qui ont continué à être ouverts avec le temps. C'est vraiment beaucoup de travail. Il y a des gens comme Armel Mabon d'ailleurs qui travaillent vraiment beaucoup là-dessus et qui essaient de trouver un peu la vérité des chiffres aussi, de combien il y a eu de morts. Parce qu'effectivement, ils étaient 2000 au départ, 1700 en barque seulement. Mais à Dakar, les militaires, les Français parlent de 1200 ou 1300 tirailleurs sénégalais. Donc il en manque quand même beaucoup. Donc on dit que certains seraient descendus à Casablanca lors d'une escale, mais on n'a pas Casablanca, vraiment donc au Maroc. Voilà, il y a eu des escales. Oui. Il y a eu une escale en Angleterre et une à Casablanca avant l'arrivée à Dakar. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses. Et vous pensez qu'il y a une chape de plomb qui a été mise pendant longtemps, plus ou moins volontairement par les autorités françaises? Oui, bien sûr. C'est indéniable. Il faut quand même pas oublier qu'au Sénégal, l'armée coloniale, l'armée française coloniale qui était là-bas n'était pas forcément, du côté de l'armée de libération. Et puis bon, les tirailleurs sénégalais, je ne sais pas très bien quelle estime on avait d'eux. Enfin bon, je ne veux pas généraliser là-dessus parce que il y a des rapports qui notent d'une attention à ces hommes-là qui sont tout à fait honorables. Mais j'ai lu des rapports aussi où il y a des propos qui sont tenus qui sont quand même assez inacceptables. Donc voilà. C'est comme dans toute part de l'humanité, il y a des choses qu'on peut accepter et d'autres pas.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain, jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Finalement, il n'y a aucune volonté de garder la mémoire du passage de ces hommes. Oui, ça c'est dommage, oui. Il n'y a pas de symbole, si c'est ça qu'il faut, de stèle. Et je dois dire que mon rêve serait, parce que quand même Morlaix, enfin les gens de Thiaroye, eux disent qu'ils ont un vrai lien avec Morlaix. Pour eux, c'est un lieu de passage, ça a été un moment de la vie de beaucoup d'entre eux. Et mon rêve serait qu'effectivement, il y ait des vrais liens qui se créent. Là, c'est vrai qu'à la fin de l'année, ça fera 70 ans que les événements se sont produits, hein, où donc on pense 70 tirailleurs sénégalais ont été tués, puisqu'ils sont partis de Morlaix à bord du Circassia. Donc ça fait partie de mes rêves, oui. Et est-ce que pour les familles de ces tirailleurs sénégalais, donc Sénégal, Mali, Cameroun peut-être, Guinée peut-être aussi, Côte d'Ivoire, Burkina, voilà, oui, toute l'Afrique francophone. Oui, voilà. Est-ce que pour les descendants de ces gens-là et les États eux-mêmes, est-ce que avoir une stèle et des noms, ou si ce n'est des noms, en tous les cas une reconnaissance aux tirailleurs sénégalais, serait une façon de demander pardon pour la France? Oui, bien sûr. Oui, et ce serait reçu comme ça. Oui, bah, je pense que le terme de reconnaissance pour moi est un mot qui vraiment veut vraiment dire quelque chose, oui, qui a un sens assez fort. Et ça manque à Morlaix. Oui, ça manque à Morlaix. Et quand on voit là cette marraine de guerre qui a repris contact avec la famille de ce tirailleur sénégalais qui était son protégé et qui a reçu les photos de ce Badi qui est passé chez eux en 1944, je crois qu'ils ont éprouvé beaucoup de bonheur par rapport à ça, quoi. Je pense que le temps n'efface pas tout. Et je pense que la mémoire, elle a aussi besoin d'exister. Et alors, ce souhait que vous émettez, est-ce que vous avez l'intention de le faire passer auprès d'associations? Parce que parfois, plus on est nombreux à faire une demande, mieux les choses sont entendues. Alors, auprès de qui? Auprès des municipalités, des régions? Est-ce que vous pensez que l'État français pourrait aussi être interpellé pour ce geste symbolique, certes, mais extrêmement important. C'est vrai. Bah, je pense qu'effectivement, la ville de Morlaix a son mot à dire par rapport à ça, c'est clair, mais je pense qu'au niveau de la France également, parce que ça fait partie de l'histoire de la France. 1944, la guerre n'était pas terminée. Donc je pense qu'il y a oui, bien sûr, il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Alors, il est vrai que je pense que la mairie de Morlaix serait tout à fait ouverte à ce genre de démarche. Moi, les contacts que j'ai aussi avec le lycée de Thiaroye qui porte cette histoire-là, je pense qu'il y a parfois des choses un peu compliquées pour eux à mettre en place, peut-être des moyens. Mais ceci dit, je suis toujours en contact avec eux et je n'attends qu'une chose, c'est qu'à Thiaroye, on dise ben oui, on pourrait venir à Morlaix, ou il pourrait y avoir des échanges vraiment avec la ville de Morlaix. Est-ce qu'il y a une coopération internationale, c'est-à-dire un jumelage entre la ville de Morlaix et une de ces villes d'où était originaire un de ces hommes? Non, mais enfin, il y a un comité de jumelage qui existe avec la ville de Réau, au Burkina Faso. Mais je ne pense pas, je ne suis pas sûre du tout qu'il soit dans cette dynamique-là au niveau des échanges autour des anciens combattants. C'est plutôt au niveau d'une aide humanitaire, d'agriculture. Voilà, oui, voilà. Pas sur ce volet mémoire. Non. L'ignorance, l'oubli, le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. Cette phrase
qui date de 1789, on la trouve dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On la retrouve dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. N'oublions pas, n'oublions pas. Certainement, ça a marqué ici quand même pas mal à Morlaix, vu le nombre, puis quand même toute l'histoire qu'il y a eu. Pour les rescapés encore en vie. Oui, wallon, oui, wallon.